Christine Coton n'est plus. Christine, si courageuse, si entière et si honnête, a choisi de nous l'annoncer elle-même. Vous avez tous lu son dernier tweet, je ne vais pas le relire maintenant. Elle qui a consacré 25 ans de sa vie dans la gestion et l'analyse des données cliniques, s'est plongée en tant que biostatisticienne dans les documents du vaccin Pfizer. C'est elle qui a découvert et révélé le crime contre l'humanité commis par ce laboratoire avec de trop nombreuses complicités. Comment pouvait-elle se taire après cette découverte? Et en remerciement pour son courage et son amour du prochain, au lendemain de sa plainte contre les autorités de santé, elle est tombée malade et vient de vivre une année de torture. Elle nous laisse son livre « Tous protégés, tous vaccinés » avec un point d'interrogation et cet énorme rapport de plus de 400 pages qu'elle seule était capable de réaliser. C'est un rapport qui d'ailleurs sert aujourd'hui à toutes les victimes qui portent plainte. J'ai eu le plaisir de la recevoir plusieurs fois dans mes émissions. Christine était une grande gueule, à la personnalité attachante, originale à souhait, autant qu'elle était sérieuse et précise dans son travail. Elle avait aussi enregistré des chansons et avec une très jolie voix. Sacrée Christine. Je ne peux que te souhaiter d'être enfin en paix et nous poursuivons le chemin des révélations. Ce soir, nous avons choisi de diffuser l'émission que nous avions enregistrée en juillet 2024 sur l'IO-BNT. C'était un sujet difficile que tu as pris à bras-le-corps et que tu as présenté de façon magistrale. Merci Christine. Une fois de plus, tu nous avais impressionnés. Nos prières s'élèvent dans le ciel pour le salut de ton âme. Chers amis internautes, bonsoir. Vous savez que ce n'est pas facile et que c'est aujourd'hui un véritable challenge, voire une mission, que de mettre à l'honneur sur TVADP les lanceurs d'alerte. Au moment où, grâce à une mobilisation internationale qui a duré une dizaine d'années, Julian Assange était libéré, nous recevions à ce moment-là son amie Stéphanie Gibault, qui, pour avoir choisi de défendre le bien commun, est toujours lourdement sanctionnée, alors qu'elle a courageusement rendu service à l'État en faisant rentrer 20 milliards d'euros dans les caisses de Bercy. Je recevais ce jour-là également Guillaume, des soignants militants, alertant sur un sujet encore tabou, celui de l'IO-BNT. C'est le sujet de ce soir. En parallèle de l'IO-T, l'Internet des objets, l'IO-B et l'Internet des corps, et l'IO-BNT, l'Internet des bio-nanothings, c'est-à-dire des bio-nano-objets. Alors pour en parler, j'accueille Guillaume, Christine Coton, biostatisticienne que vous connaissez tous, et Canel, des soignants militants. À eux trois, ils ont établi une recherche d'une qualité exceptionnelle et vous êtes les premiers à les écouter. Merci à eux. Bonsoir Christine. Bonsoir Jackie. Bonsoir Canel. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Alors, ces trois amis ont préparé ce travail phénoménal dont je vous parlais sous forme de PDF de façon à ce que ce soit plus facile pour suivre les conversations qui, je vous l'annonce, vont être passionnantes. Alors, si la régie veut bien lancer la première image du PDF, c'est Christine, je crois, qui va commencer. Oui, alors. À la commenter. Donc moi, je me suis retrouvée dans cette histoire un peu par hasard. Hein. Donc, quand on regarde un peu les réseaux, l'Internet des choses, surtout l'IO-BNT, on le verra, ce sont des sujets dont il ne faut pas parler. Hein. C'est le Voldemort du Harry Potter, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors du coup, quand il y a des sujets comme ça, finalement, à mon avis, que l'opposition contrôlée fait tout pour ignorer ou pour passer sous silence, c'est justement là où il faut aller regarder.
Donc, je remercie beaucoup Guillaume de m'avoir pas mal amené sur ce chemin depuis des mois et des mois, puisqu'il a été l'un des premiers à s'intéresser à ce sujet-là. Et donc, moi, j'ai regardé plus spécifiquement l'Internet des choses et des corps. C'est ce que je vais présenter. Puis, je laisserai ensuite la parole à Canel, qui, elle, fait un travail absolument remarquable de recherche, des centaines et des centaines de papiers de bénévoles, hein, bien évidemment, depuis 4 ans. Et depuis de nombreuses années, oui. Pardon. Canel, puisqu'elle est obligée de rester, on va dire, à visage couvert pour des raisons de sécurité. Alors, du coup, si on peut passer à la première diapositive, s'il vous plaît. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ce fameux Internet des objets? Donc, l'IoT, hein, Internet of Things au départ. Donc là, on était vraiment dans des objets qui permettaient de se connecter. Donc, c'était extérieur au corps humain. Donc, on a des exemples. Alors, si on peut descendre un peu pour que nos amis spectateurs voient. Donc, évidemment, la maison intelligente, on le sait, hein, les lumières, les thermostats, les caméras. Donc, tout ça, ça se connecte avec Internet, hein, puisqu'on peut, à distance, allumer le chauffage de sa maison, etc. On avait évidemment ça aussi dans la santé. On avait des implants intelligents, enfin des choses, mais qui se mettaient encore à l'extérieur des corps. C'était aussi possible dans l'industrie, donc avec sur les chaînes de production pour surveiller l'état des machines, les villes intelligentes, hein, les feux sont connectés, les feux de circulation. Voilà, c'est le début de la Smart City, hein, les feux connectés, etc. Donc, alors moi, je me suis intéressée un peu à la législation. Donc, page suivante. Donc, évidemment, cette IoT nous permettait des possibilités accrues de surveillance. Hein, on est bien d'accord, caméras, etc. Alors, la législation, elle dépend évidemment des pays. Donc, en Europe, nous, on a le RGPD, que moi, je connais bien, puisque c'est une loi de protection, enfin, c'est un règlement de protection des données sensibles. Et dans le cas de l'industrie pharmaceutique, ça fait je ne sais pas combien d'années, peut-être plus d'une dizaine d'années, qu'on doit donc suivre les recommandations du RGPD. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transférer des données comme ça dans un mail. Il faut que ça soit totalement impossible de remonter à l'identité des patients quand on travaille sur des études. Donc, législation, évidemment, la sécurité des informations, hein, parce que quand on fait transiter des infos, il ne faut pas qu'elles soient hackées au passage pour détourner les dispositifs au bénéfice de gens qui s'en serviraient de façon néfaste pour la population. Évidemment, on rentre dans les normes des télécoms, puisque pour être connecté, on fait donc appel aux fréquences radio et même la compatibilité électromagnétique. Donc, et ensuite, on a des règlements spécifiques par secteur. Alors, on peut remonter la diapositive pour qu'on voit. Ah, on l'a perdu. Voilà, là, évidemment, ce n'est pas la même chose que l'automobile, etc. Donc, on a plusieurs appels à projets qui ont été faits. Évidemment, il y a les sources dessous, hein, qui ont été faits via nos amis de la Commission européenne. Donc, ce sont les projets Cordis. Alors que je connais bien aussi, puisque moi, mon étude sur les macrophages, les bactériophages, pardon, qui, dans mon essai clinique, le premier en Europe, pour essayer de lutter contre les infections à Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa, c'était financé par la communauté européenne. Donc, là, ce projet-là, par exemple, c'était un projet pour identifier tous les vieux appareils, parce qu'évidemment, on ne peut pas les changer, et les sécuriser. Donc, ils ont donné, j'arrive pas à voir, là, plusieurs millions, 2 millions et quelques pour ça. Alors, ensuite, page suivante, on avait, donc là, c'était lié à la sécurité, hein, en fait. Hein. C'était, non, ça, c'est encore autre chose. Voilà, donc ça c'était pour les soins de santé, donc les réseaux sans fil, détection intelligente et précise, c'est encore un projet européen. Et là, Onio, c'est une PME norvégienne à qui donc l'Europe donne plus d'1 million pour faire ses recherches. Alors, suivant.
Alors ça c'était intéressant. Donc, c'était le projet Connexion. Et là, on rentre vraiment dans la cybersécurité pour détection, prédiction, investigation de la criminalité et du terrorisme. Donc, bon, pourquoi pas, hein, jusqu'à maintenant, bon, on va dire, c'est plutôt utile, on va dire, pour la société. Donc, page suivante. Je ne vais pas trop détailler, sinon on va faire 10 heures d'émission. Donc là, maintenant, on rentre dans l'Internet des corps. Donc, on avait des dispositifs extérieurs. Et maintenant, l'Internet des corps, donc on passe dans les dispositifs qui sont intracorporels. Donc, on là, pardon Christine, là on est au niveau des puces encore, des puces qu'on met sous la peau ou des trucs comme ça. Oui, alors pas forcément des puces. Par exemple, le pacemaker, c'est un dispositif. Donc ça, ce sont des dispositifs qui relèvent de ce qu'on appelle en industrie pharma le medical device, c'est-à-dire les dispositifs médicaux. C'est-à-dire voilà, pacemaker, dispositif de surveillance de glucose. Oui. Là, on reste, ça c'est les pompes à insuline, par exemple. Oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour la société Medtronic. Concrètement, quand ils implantent des enfants, ça leur change quand même la vie, puisque ça dose en temps réel la glycémie, ça injecte exactement ce qu'il faut en automatique. Donc, nous, on faisait des programmes qui analysaient tout ça. Hein, si le dispositif fonctionnait correctement, on a les implants cochléaires. Donc, ça, c'est quand on a des problèmes dans les oreilles. Hein, implants neuronaux, des biocapteurs qui peuvent éventuellement surveiller des fonctions, transmettre des données. Donc là, voilà. Après, on a les appareils portables. Alors, montre intelligente, machin, nanana. Ça, c'est à l'extérieur, mais ça mesure quand même des données de santé. Oui, le rythme cardiaque et tout ça. Donc, technologie biométrique, là, c'est pareil, on est toujours dans les corps, puisque là, c'est les empreintes digitales, on peut avoir les reconnaissances faciales. Donc, on est entre la limite, c'est-à-dire, ce sont des choses extérieures, mais qui mesurent des données corporelles et des applications médicales. Alors, on a, Christine, je voulais juste dire pour les gens qui écoutent, IOB, Internet of Body, c'est pour qu'ils comprennent. Et puis, ce qu'on vient de décrire là, les gens connaissent bien les smartwatches, par exemple. Exactement. Qui peuvent donner le pouls, les calories consommées, etc. Exactement. Voilà. Alors maintenant, si on regarde la législation de ça, alors évidemment, on est toujours dans la protection des données. Hein. On est pour les dispositifs médicaux, évidemment, c'est le règlement pour les dispositifs médicaux que je connais bien. Et là, on peut avoir c'est pas vraiment une autorisation de mise sur le marché en Europe, c'est un marquage CE, ça s'appelle. Quand le dispositif a le marquage CE, il peut être commercialisé. Donc moi, j'ai travaillé sur pas mal de dispositifs comme ça. Alors, tous les medical devices n'envoient pas des informations. Hein. Quand on travaille dans un implant intervertébral, par exemple, il n'est pas connecté. C'est-à-dire, on me met un implant dans la colonne vertébrale parce que j'ai un tassement de vertèbres, il n'est pas connecté, bien évidemment. Ensuite, on a des régulations spécifiques selon les pays. Donc, on a des directives européennes pour la sécurité générale des produits. C'est évident que si on met des données, enfin des puces, on va dire, à l'intérieur des gens, il faut qu'il y ait une certaine sécurité, qu'on n'ait pas de la toxicité, etc. Donc, il y ait quand même une protection des personnes qui les utilisent. Alors, si on peut descendre un peu. Voilà. Et puis, il y a les lois nationales. Alors, on a un appel à projet qui a obtenu, voilà, qui a été financé par l'Europe, hein, toujours, qui s'appelait le Human Brain Project. Alors ça a dû bien les aider pour connaître le fonctionnement. Les objectifs principaux, c'est évidemment connaître le fonctionnement du cerveau. Alors, si on fait une recherche, pourquoi j'ai mis ça là? Parce que si on fait une recherche dans la base de données de l'Europe et qu'on lui cherche les dispositifs Internet of Bodies, il nous sort ça, le Human Brain Project, comme faisant partie de l'Internet des corps. Alors, si on peut descendre un peu, qu'on voit ce que était censé faire, voilà. Alors, on descend, on va passer à la page suivante. Voilà, donc là, il nous disait, donc donner service
d'atlas du cerveau, naviguer dans le cerveau en 3D, bon, donc connaître le cerveau, modélisation du cerveau, flux de travail en boucle fermée pour l'intelligence artificielle et la robotique. Donc, c'était quand même axé sur connaître le cerveau pour aller vers l'intelligence artificielle et la robotique. Là, ça commence à faire peur. Ça commence à faire peur, là. Donc là, on commence à rentrer dans on va dire, dans la science-fiction, qui n'en est plus. Alors, analyse des données médicales, si on peut descendre encore un peu. Pour voir quels étaient leurs objectifs. Voilà, flux de travail interactif, accès à l'échelle européenne, calcul évolutif, etc. Donc, ensuite, exemple de projet IOB. Donc là, c'était incarner la technologie de la robotique augmentative. Donc là, on est encore dans, on va dire, l'interface, voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent, hein? Là, je me suis contentée de copier ce qu'ils disaient sur le site de la Commission européenne. Hein. La technologie fusionne, le point de vue intuitif, bien que non fondé, et que la technologie fusionnera avec notre corps. Si on veut, pour ceux qui veulent. Hein. Oui. Voilà, donc ça c'était, donc là encore on leur a donné je ne sais pas combien de millions pour faire ça. Page suivante. Je fais un peu vite sur le début. Qui décide des budgets alloués? Écoute, ça, je ne sais pas. Ça passe en commission. Je pense que c'est présenté par des députés européens ou il faudra demander à Emmanuelle Darle qui a travaillé à la Commission européenne en tant qu'experte sur l'intelligence artificielle. Elle doit le savoir. Donc moi, je ne sais pas. Voilà. Moi, je ne travaille pas. Faudrait qu'on demande aussi à Virginie Joron, savoir si elle a déjà entendu parler de tous ces projets Cordis dans le cadre de la Commission européenne, parce que c'est avec notre argent toutes ces recherches. Ouais. Alors évidemment, la Commission européenne, elle finance, mais c'est pas la seule à parler de ça, puisqu'on a nos amis du World Economic Forum. Dans un document, bon, il y a le lien dessous, hein, l'Internet des corps. Et là, relever les nouveaux défis de la gouvernance technologique. Bon, alors je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par gouvernance technologique. Donc, en fait, en gros, avec le big data, finalement, les problèmes que ça pose, c'est qu'on arrive à faire du profilage de certaines données et on n'a pas besoin des données vraiment directes, parce qu'on fait des agrégats, on utilise des agrégats, et par profilage, on va dire qu'un tel, voilà, ressemble à l'agrégat machin chose. Et du coup, on contourne les lois de protection de données sensibles, puisqu'en travaillant sur des agrégats, ma foi, on ne sait plus de la donnée sur qui elle a été mesurée, en fait. Ouais. On n'a plus l'identité de départ, donc ça nous permet de nous affranchir de pas mal de choses. Alors maintenant, on va passer, normalement, si j'ai… Oui, à l'IOBNT. Voilà, l'IOBNT. Et là, je vais laisser la parole à Canel, parce que là, pour moi, c'est le moment où on rentre dans la science-fiction. Moi, je voulais juste intervenir. C'était pour dire, il y a une formule qui dit quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Et c'est un peu ce qu'on a voulu, ce qu'on ressent, nous, par rapport à la crise actuelle. C'est qu'on nous pointe des choses, mais nous, on pense qu'il faut pas regarder où on nous montre, où on nous indique qu'il faut regarder, quoi. Donc, c'est bien de creuser, et on ne peut pas faire l'impasse sur cette réalité du projet d'IOBNT, parce qu'on le retrouve partout, il est financé, et ça me fait penser aussi à une petite fable ou parabole, je sais pas comment dire ça, du bourgeois qui demande des crédits à son seigneur, et il fait ça et il continue, il demande vraiment beaucoup d'argent, et au final un jour le seigneur lui demande: mais qu'est-ce que tu fais avec tout l'argent que je te prête, parce que t'as quand même du mal à me rembourser. Et là le bourgeois lui présente une armée, et avec l'argent du seigneur, le type il a monté une armée. Et ça me fait penser à ça, les financements européens. C'est quand même important de savoir ce qu'ils font avec notre argent, parce que si c'est pour financer des recherches qui au final se retournent contre le citoyen, leur obligation, on va dire, de servir le citoyen, elle est complètement bafouée.
Bon, ça, on s'en doute, mais voilà, c'était encore un signe de plus de ce qu'ils peuvent faire avec notre argent. Et puis, on peut laisser Canel expliquer un peu en détail ce qu'est l'IOBNT, Internet of Bionanothings. Alors Canel, c'est à toi de prendre le relais pour nous expliquer ce qu'est l'IOBNT, puis après tu nous expliqueras comment on le fabrique. Alors c'est à toi. Donc, je vais vous présenter donc l'Internet des bio-nano-objets, qui est en réalité l'Internet des objets nanométriques, qui est une extension de l'Internet des objets l'IoT, qui est actuellement déployé dans le cadre des antennes 5G et 6G. Et donc, c'est ce qui constitue l'Internet des corps. Et donc, ce sont des dispositifs biologiques et nanométriques qui permettent de créer des réseaux de communication, de la nanocommunication à un niveau biologique. Donc, les composants et le fonctionnement, ils sont extrêmement difficiles à comprendre pour les gens qui ne sont pas initiés par cette nouvelle discipline. Et donc, parmi les composants, vous avez des nanocapteurs, qui sont des capteurs à l'échelle nanométrique qui vont pouvoir déceler les changements métaboliques, moléculaires, les glucoses, etc. Et donc, ça communique dans le cadre de la nanocommunication. Alors, quand je dis nano, c'est de l'échelle de l'infiniment petit, c'est atomique. Donc, généralement, communication, c'est de la communication. Nano, c'est à l'échelle nanométrique. Et donc, ces dispositifs, ils peuvent communiquer entre eux en utilisant diverses techniques. Et par exemple, vous avez la communication moléculaire à l'échelle nano. Vous avez les communications par molécules et vous avez aussi les interactions mécaniques à l'échelle nanométrique et j'y ajouterai aussi les mécanismes de fluorescence. Je ne développerai pas. Et donc, dans le cadre de cette IOBNT, donc, vous avez des dispositifs implantables à l'échelle nano qui n'ont absolument rien à voir avec les dispositifs qu'on peut voir à l'œil nu. Et donc, ce sont des petites bio-nanomachines qui vont être fabriquées par le corps humain et qui vont s'auto-assembler de façon à former des petits réseaux communiquant à l'extérieur du corps humain. Donc, s'il était possible d'aller à la page suivante. À l'intérieur, tu veux dire? On parle de communication moléculaire, c'est un paradigme de communication émergent qui permet aux bio-nanomachines de communiquer en utilisant des molécules biochimiques comme support d'information. Et d'après ce que j'ai compris, la grande difficulté des communications moléculaires rencontre comme défi celui de traverser la barrière du tissu sanguin. Est-ce bien ça? Complètement. Néanmoins, il faut savoir que tous ces nanocapteurs sont dans la circulation sanguine. Ça navigue dans tout. Oui, en plus. Sanguin, à l'échelle terahertz, qui est la nouvelle bande passante des antennes 5G qui n'était pas possible de mettre en place dans le cadre de la 3G et de la 4G. Donc, il faut savoir que la 5G et la 6G ne sont pas une évolution des 2, 3 et 4G, c'est vraiment une technologie de rupture avec les technologies antérieures qu'on a pu connaître. Donc, si on pouvait ne pas trop anticiper, parce qu'on va déjà perdre les gens, là, parce que moi qui suis ça depuis quelques mois, je suis déjà paumée. Alors, pour tout ce qui est OBNT législation, je vais me permettre de passer le relais à Christine. Allez, Christine. Au sujet de la législation de l'IOBNT. Je ne sais pas si tu es là. Ah oui, pardon, j'avais enlevé le son. Oui, donc, logiquement, il faut des autorisations de mise sur le marché, puisque il faut bien le tester sur des gens pour voir si ça marche. Il faut l'étiquetage, la traçabilité, puisque si ça cause des dommages, il faut pouvoir remonter, de savoir quels sont les produits défectueux. Protection des consommateurs, propriété intellectuelle, droit d'auteur. À qui ça appartient, etc., les données à qui elles appartiennent. Et évidemment, ça pose la question de l'éthique. Il faut un cadre juridique très important pour encadrer tout ça. Est-ce qu'un consentement éclairé est obligatoire? Est-ce que c'est demandé? Est-ce que c'est envisagé? Alors, c'est là où pour moi, c'est très, très flou, parce que on va le voir plus loin, on n'est plus dans l'essai clinique ou le medical device classique, on n'est presque même plus dans la médecine, on va rentrer dans un monde qui est celui de l'électronique, de l'électromagnétisme, des télécoms, et finalement les papiers, on le verra plus loin quand elle va nous les montrer, on est sur des sites qui sont plus des sites médicaux, mais qui sont des sites d'électronique. On est dans la bioélectronique, enfin,
Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Mais plus rien à voir. Et on signale au passage que justement, en termes de brevets, tu disais juste avant qui possède les technologies, etc. Il y a une quantité incroyable de brevets qui sont déposés autour de cette IOBNT. Il y a même un brevet qui lie le fonctionnement du corps humain avec la création de crypto-monnaies. On a énormément de choses, aussi bien chez des Microsoft, des Moderna. On trouve des brevets liés à des universités chinoises. Il y a énormément de gens qui veulent prétendre avoir déposé telle ou telle invention liée à l'IOBNT. C'est gigantesque. Comment peut-on envisager de lier la crypto-monnaie à l'IOBNT? C'est un principe de minage, en fait. C'est que à partir du moment où tu dis qu'une crypto-monnaie, par exemple, va être donnée pour des gens qui font plein de kilomètres à pied par jour, par exemple, ou qui ont un comportement vis-à-vis du sucre qui correspond à ce que les standards de la société demandent. Tu peux contrôler le métabolisme humain et en gros donner des jetons à un bon comportement et puis à l'inverse pénaliser par exemple un mauvais comportement. Donc c'est la fameuse gouvernance sociale. C'est la question. C'est une des voies possibles. Ce sont des systèmes CPS, cyberphysiques. Alors, continue là pour montrer en fait sur les pages à la page. Canel, on t'écoute. On va pouvoir descendre à la diapo suivante. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, la diapo suivante. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on est sur le Parlement européen. Et donc, ils disent que, soutenus par l'arrivée de la 5G et bientôt la 6G, les technologies numériques, elles évoluent vers un Internet robotique et bio-nanométrique qui est piloté par l'IA, l'intelligence artificielle. Et donc, ils disent que de nouveaux acronymes, qui sont de nouveaux termes pour la population, reflètent ce mélange de technologies. Donc, vous avez l'IoT, qui est la fusion de l'intelligence artificielle et de l'IoT. Vous avez l'IOR, qui est la fusion de l'IoT et de la robotique. Et donc, c'est là qu'intervient l'IOBNT, qui est la fusion de l'IoT et de la bio-nanotechnologie, avec notamment les corps intelligents. Donc, comme on peut le voir, c'est décrit un petit peu sur tous les documents officiels et c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être établi et mis en projet. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc, l'objectif principal, c'est d'aboutir à ce qu'on appelle les applications de la santé sans fil, avec l'Internet des bio-nano-objets qui offre des applications transformatrices pour le domaine des soins de santé, et donc en tirant parti de l'intégration des systèmes biologiques et des nanotechnologies. Et donc les objectifs de ça, c'est l'administration ciblée de médicaments, avec l'IOBNT qui peut permettre l'administration précise de médicaments directement dans les zones concernées. Vous avez aussi la surveillance de la santé en temps réel, étant donné que ce sont des nanocapteurs, donc des petits capteurs, qui peuvent surveiller en permanence les paramètres physiologiques et transmettre ces données pour la détection et le diagnostic précoce des maladies. Vous avez également le diagnostic à distance avec ces dispositifs IOBNT qui peuvent recueillir et envoyer des données de santé aux prestataires de soins de santé, ce qui permet une surveillance à distance et des interventions en temps opportun. Et donc, c'est quelque chose qui est déjà initié, notamment dans la détection et le traitement du cancer, avec les thérapies ciblées pour les cellules cancéreuses, etc. On va pouvoir passer à la diapositive. Tout ça sont des évolutions tout à fait positives pour le bien-être et la santé de chacun. Et c'est ça qui est ici. Du moins, c'est comme ça que c'est présenté. Il faut savoir que les gouvernements présentent toujours leurs projets sous couvert de bienveillance. Après, ils n'exposent qu'une facette de ces technologies et nous aurons l'occasion d'en débattre. Il y a énormément de risques en lien avec ces petits dispositifs biologiques, mais qui sont informatisés. Donc, quand on peut envoyer un virus sur un téléphone portable
ou sur un ordinateur. Il faut savoir que dans le cadre de ces systèmes qui sont de la nanobioélectronique et de la bioinformatique embarquée, on peut aussi agir sur le corps de façon malfaisante à distance. Et c'est ce dont débat notamment la Commission européenne dans le cadre du double usage. Donc là, sur cette pardon, sur le corps et même sur le cerveau aussi. Oui. Complètement. Et donc jouer sur l'humeur, même les pensées, les émotions des gens. C'est ça le danger. Exactement. Ça paraît être de la science-fiction, mais il n'en est rien. C'est bien établi. Et puis dans les diapositives suivantes, on aura l'occasion d'en débattre. Donc là, comme vous pouvez voir, l'IOBNT, c'est ce qu'ils appellent dans le lancement du projet européen le système Panacea, qui fait référence au panoptique, qui est une sorte d'observance continue. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est débattu sur le Parlement européen. Vous avez le projet qui est actuellement en cours. Et donc, l'organisme l'IEE, avec le petit schéma tout en bas, vous explique que le concept de l'Internet des bio-nanothings, qui est l'IOBNT, il envisage la connexion entre les cellules biologiques et Internet. Et donc, l'objectif ultime de l'IOBNT est de catalyser une révolution dans les technologies biomédicales grâce au progrès de la communication moléculaire, qui est la communication entre les petites molécules, et les systèmes intégrés avec les bio-nanocapteurs, bio parce que biologique, nano parce qu'infiniment petit et capteur, et la biologie synthétique pour améliorer la santé et soi-disant la qualité de vie. Et donc, c'est une application qui permet la détection précoce, notamment des infections. Et pardon de t'interrompre, Canel, qui permet la communication dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on récolte les données intracorps qui sont revendues à un système de santé quantique et on peut envoyer des données à distance et notamment par la reprogrammation cellulaire qui va permettre l'administration de médicaments ciblés à distance via cette relation de triangulation. Et comme on voit sur l'infographie, il faut de la puissance. Et on a un petit objet souvent dans la main qui s'appelle le téléphone portable, qui peut éventuellement aussi servir de passerelle pour pouvoir connecter justement ce fameux corps qui contient de l'IOBNT avec le cyberespace. Complètement. Je rejoins complètement Guillaume, merci de préciser. Alors moi, j'ai une question là, parce que c'est vrai que ça paraît être de la science-fiction. Ça fait plusieurs mois moi, que je cherche sur qui ils ont testé ça. Et c'est là où on ne trouve rien, parce que tous ces papiers, ils sont hyper théoriques et jamais on nous dit, on a pris 10 personnes, on leur a inséré des nanos enfin des BNT à l'intérieur, on a recueilli de telle façon via la connexion, machin chose, reliée au serveur truc, qui a analysé les données. On a testé le fait qu'on leur a envoyé des informations de fabriquer, j'en sais rien, moi, telle ou telle protéine. Jamais. Est-ce que ça n'aurait pas été expérimenté par la DARPA? Alors, la DARPA, moi j'ai cherché évidemment. On verra à la fin ce qu'on a sur le sujet. On a un document du site, je crois que c'est au gouvernement français, hein, qui nous dit que la DARPA, elle sait faire depuis pas mal de temps, par exemple, de faire entendre des voix à distance. Oui. Comment ça marche, je ne comprends pas en fait. Là, ça dépasse complètement mes capacités de biostat. Mais bon, on sait que la DARPA, ça fait un moment qu'il trafique à essayer de contrôler le cerveau humain, hein, ça c'est certain. Oui. Bon, alors, je vais laisser Canel, est-ce que tu as une réponse à ça? Est-ce que tu as lu quelque part dans toutes ces centaines et des centaines de documents que tu as regardés, est-ce que tu as vu à un moment quelque chose où on dit on a testé sur tant de personnes, on a analysé les données et on a eu ça comme résultat? Alors, il faut savoir que ces systèmes, qui sont des systèmes embarqués, constituent des systèmes RFID qui sont potentiellement bioarrivables à distance. Donc, ce sont des systèmes militaires qui n'ont pas pour vocation d'informer le grand public, étant donné qu'il y a énormément de risques en lien avec la possibilité de ce qui s'appelle le biocyberterrorisme, c'est-à-dire qu'on a accès au corps humain via Internet, et donc tout l'objectif, c'est de protéger ces données. C'est la raison pour laquelle ce sont des systèmes militaires qui sont expérimentés depuis très longtemps déjà
Et donc, le but, ça n'est pas forcément d'obtenir le consentement des gens, étant donné qu'ils sont actuellement en train d'être déployés et qu'ils n'ont pas suffisamment de recul dessus pour pouvoir garantir une quelconque sécurité. Qui plus est, système RFID veut dire radiofréquence identification. Vous êtes géolocalisé en temps réel de partout dans le monde. Donc, entre quelqu'un qui a fait une bêtise, qui a une condamnation et qui a un petit bracelet électronique à la cheville et qu'on peut enlever par la suite, et quelqu'un qui a un système RFID qui est imbriqué dans l'ADN, et ce de façon irréversible, il y a tout un monde. Dans l'ADN? Dans l'ADN. Parce que pour pouvoir produire ces bio-nanochoses, il faut modifier génétiquement l'ADN humain. Donc, dans l'ADN, ça va se retrouver chez les descendants. Complètement. Il y a une transcription transgénérationnelle. J'ai une question. Donc, en fait, on n'injecte pas les bio-nanothings tels que. Apparemment, on injecte quelque chose qui les fait produire par le corps humain. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un code source ARNM qui permet une transcription inverse à l'intérieur de l'ADN. Et donc, on va demander à notre ADN de produire ces bio-nanochoses qui sont un mélange de choses organiques et inorganiques et qui vont constituer des bio-nanomachines ou des nanodispositifs qui vont permettre de récolter, de collecter et de transmettre les données à distance. C'est-à-dire que notre propre corps serait capable de produire des choses qui ne sont pas d'origine humaine, en fait. Complètement. Les bio-nanochoses, c'est une programmation cellulaire. Dès que c'est dans l'ADN, c'est foutu, quoi. Et d'ailleurs, on nous a signalé récemment qu'à cause de la pseudo-uridine, comme j'en ai parlé la dernière fois, on ne saurait pas exactement ce que les ARN mode injectés dans les vaccins Covid produisent exactement dans les gens. Oui, donc comme protéine. Comme protéine. On est dans la protéine. Mais on nous dit qu'on ne sait pas exactement ce que ça produit. Donc au passage, on a injecté des produits aux gens sans savoir exactement ce que ça produit dans les gens. Et ça gêne personne. Mais ça nous gêne puisqu'on va utiliser tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on reste quand même dans de la protéine ou éventuellement qui n'existerait pas telle que dans le corps humain. C'est ça. Mais on n'est pas, moi ce qui me tracasse là dans tout ça, c'est le semi-synthétique. Alors est-ce qu'on peut continuer pour essayer de comprendre comment ça fonctionne exactement, quoi? Voilà, Canel, la suite, s'il te plaît. Donc là, on est toujours sur Horizon 2000, qui est le Cordis. Et donc, comme vous pouvez le voir, ils sont actuellement en train d'investir, énormément de budget d'ailleurs est déployé en ce sens, pour des capteurs en nanoréseau, c'est-à-dire directement dans le corps humain, qui sont destinés à des applications médicales. Donc, eux, c'est nanophiles en oxyde de zinc ou silicium. Silicium ou bien graphène. Parce que le graphène est biocompatible avec. Ça y est, on en parle du graphène. On va en parler après. Là, c'est pas le moment. Là. D'accord, j'attends. Donc voilà, donc ce sont des dispositifs compacts qui placent les capteurs au-dessus du circuit de lecture. Et donc, ça met en contact direct les biomolécules à détecter. Et donc, ce sont des petits systèmes embarqués directement à l'intérieur du corps humain pour faire de la biodétection, dans le cadre des soins de santé sans fil notamment. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Puis, juste pour répondre à ta question, Christine, si on a besoin d'éléments non humains, on va dire, pour pouvoir fabriquer certaines choses dans le corps humain avec des codes sources, on peut aussi apporter ces éléments-là dans le corps de diverses façons. On peut l'apporter par l'alimentation, par l'eau. On peut exposer les individus à des produits qui vont inhaler, qui vont donc manger, boire, etc. On peut les injecter. On peut donc amener des éléments qui vont être nécessaires à l'IOBNT dans le corps humain pour permettre le déploiement des outils qui vont être produits par les ribosomes dans les cellules. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Ben oui. Alors, page suivante. Donc ça, c'est papier de recherche, ouais. Donc, ce sont des petits papiers de recherche, mais on va pouvoir descendre parce que c'est en anglais, donc il vous explique un petit peu le concept des bio-nanochoses. Et donc, comment est-ce qu'on les fabrique? Les nanodispositifs,
Ils sont essentiellement composés d'un certain nombre de composants matériels, de logiciels et de programmation du nanodispositif pour un traitement de l'information et de la communication. Il faut savoir que les bio-nanochoses sont des systèmes de la technologie de l'information et de la communication qui permettent d'envoyer des données à l'extérieur du corps humain. Donc, comment est-ce qu'on les fabrique? Il existe deux types de nanodispositifs. Vous avez les nanodispositifs électroniques et les nanodispositifs biologiques, parmi lesquels les nanodispositifs électroniques qui utilisent de nombreux matériaux nanotechnologiques, comme les nanotubes de carbone et les nanorubans de graphène pour la construction de dispositifs. Et donc, les dispositifs biologiques sont construits à l'aide des outils de la nanotechnologie et de la biologie de synthèse. Vous avez ensuite les nanodispositifs biologiques qui peuvent être fabriqués en reprogrammant des matériaux biologiques comme les cellules, les virus, les bactéries, les cellules souches, en synthétisant de façon artificielle des biomolécules comme les liposomes, les nanosphères, les nanocapsules, les micelles, les dendrimères, les fullerènes, etc., etc. Et puis, pour finir, il faut savoir que le matériau utilisé pour composer les nanodispositifs peut être uniquement biologique avec des protéines, séquences d'ADN, lipides, cellules biologiques, ou il peut être synthétisé avec des matériaux non biologiques tels que des particules magnétiques, des nanotiges d'or, mais également, ça n'est pas c'est sur la diapo, pardonnez-moi, des liposomes qui sont capables de stocker et de libérer certains types de molécules, des cellules biologiques qui sont recouvertes de matériaux non biologiques pour des fonctions natives. Donc, on entend par là que ce sont des nanoparticules lipidiques qui sont fonctionnalisées avec une reprogrammation, d'accord, des cellules biologiques. Donc, pour ça, on passe de ce qu'on appelle du binaire au quaternaire. C'est informatique, c'est trop compliqué, je n'irai pas plus loin. Et donc, on va produire ces petits dispositifs intracorps qui vont fonctionner de façon totalement autonome parce qu'ils s'alimentent à partir de l'énergie mitochondriale qui est l'énergie des cellules. Donc, auto-alimenté, auto-assemblé, extra intelligent. Donc là, on est sur l'IOBNT, qui est aujourd'hui un programme d'enseignement universitaire de haute science. Pardon. Et de recherche universitaire. Je laisse la parole à Christine. C'était juste pour dire qu'on n'est plus du tout dans la médecine, en fait. Enfin, on est bien. Non. Page suivante, en fait, on va voir, parce qu'effectivement, il y a plein de papiers qui viennent de ces gens-là, la l'IEEE. Alors, s'il était possible de remonter sur le diapo d'en haut, est-ce qu'il est possible d'ouvrir le premier lien d'enseignement ou pas du tout? Le tout premier lien, celui-ci. Est-ce qu'il est pour aujourd'hui, l'IOBNT, c'est un métier nouveau, d'accord? C'est une discipline qui est pluridisciplinaire. Ce sont des doctorats d'ingénierie et donc ils sont actuellement enseignés dans les plus grandes universités, y compris celle de Cambridge. Et donc quand on descend sur ce document, s'il vous plaît, eh bien vous pouvez voir que l'enseignement qui est dispensé est celle de l'IoT, qui est l'Internet du tout. Vous avez aussi l'IOBNT. Et puis, vous avez tout ce qui est régi par les nano-réseaux intracorps directement à l'intérieur du corps humain. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un enseignement qui est dispensé et ça n'est absolument pas du complotisme, étant donné que ça donne lieu à des doctorats. Ben oui. Pour l'exposition. Et nous, en tant que soignants militants, faut savoir qu'on a été bloqués par certaines personnes de la résistance qui nous disent que toutes ces choses n'existent pas, tout bonnement. C'est-à-dire ça n'existe pas. Donc là, on vient de démontrer que ça existe et qu'en plus, vous pouvez envoyer vos enfants faire des études sur le sujet, si vous voulez. Ça existe, c'est enseigné et c'est couronné d'un diplôme. C'est ça. Alors, il y a certains, effectivement, ont dit que ces choses-là n'existaient pas, mais surtout certains ont nié, c'est le lien potentiel de ces choses-là avec les vaccins Covid que certaines personnes essayaient de prouver par leurs recherches ou les analyses de sang, ou les analyses des flacons dans le monde. Mais ça, on y reviendra à la fin, parce que c'est vrai que c'est un sujet hyper important. Et bon, alors effectivement, il y a quand même cette espèce de couvercle, le sujet IOBNT, et notamment graphène, et
enfin moi qui ai lu la présentation de Canel avant, donc le graphène, pourquoi il est important dans tout ça? Parce qu'il va améliorer éventuellement les communications. C'est pour ça qu'on parle de ce graphène. Hein, je pense la conductivité. À mon avis, il augmente beaucoup déjà la conductivité électrique du corps. Bon, alors, si on peut continuer là, parce qu'elle va expliquer tout ça après, Canel. D'accord. Là, on en était aux formations, donc effectivement, ça existe bien. Hein. Soi-disant, les puces, enfin, les nanopuces n'existaient pas, c'était pas possible. Mais, en fait, mais on les enseigne à l'université. Je sais pas visiblement, ces gens n'ont pas été fichus de faire leur recherche, parce que quand on tape IOBNT, on trouve des centaines et des centaines de docs. Donc bon, visiblement, ils ne savent pas chercher sur Internet. Complètement. Donc, il faut savoir que l'IOBNT, mais je vais aller au plus court, est indissociable du graphène, étant donné que ce sont des... Attends, parce qu'après, tu as les trucs dessus, donc attends de voir la page pour l'expliquer, sinon on perd tout le monde, là. D'accord. Là, on en est à l'IE. Donc, l'IE, c'est de l'électronique. Et sa politique en Europe. Complètement. Donc, il faut savoir que l'IE, elle travaille en Europe avec les institutions de l'Union européenne pour contribuer et façonner la politique technologique au profit de ses membres, des communautés scientifiques et d'ingénieurs et du grand public. Et donc, il faut savoir... IE, on ne l'a pas dit, c'est Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens. Exactement. C'est des normes. Institut les normes de la bioélectronique. Oui. Et donc, ils sont directement engagés auprès de l'Union européenne, des responsables de l'Union européenne, mais également des gouvernements. Donc, ils visent à offrir des technologies de l'information et de la communication pour l'avancement de la technologie pour l'humanité. Comme je vous ai dit, c'est toujours sous couvert d'une bonne intention. Donc, on va repasser à la diapo suivante. Parce qu'il faut qu'ils créent un cadre juridique et technique pour pouvoir avancer. Il faut que les gens puissent prendre des décisions sur la base de cadres juridiques. Donc, ils pondent des circulaires, des normes, pour essayer d'avancer, quoi. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, et ce qui a permis l'expérimentation de certains de ces systèmes, leur déploiement et l'innovation dans ces technologies de l'information et de la communication intracorps, c'est qu'il n'y a pas de législation. Comment voulez-vous qu'il légifère quelque chose dont tout le monde ignore que ça existe? Donc, si vous préférez, c'était un petit peu la boîte de Pandore. Il n'avait aucune interdiction, étant donné qu'il n'y avait pas de législation. Je ne sais pas si vous faites le lien. Encore une fois, on ne trouve pas de papier, parce que quand on lit ces papiers-là, ils ne nous disent pas, on a pris 10 personnes, on leur a testé ça, et on a trouvé ça. Ça reste toujours comme si c'était des sujets de recherche théoriques. Complètement. C'est présenté comme étant des sujets de recherche théoriques. Il n'y a jamais d'application vraiment sur 3 personnes, 10, 20, jamais. On trouve jamais. Ça, c'est troublant par rapport au calendrier, parce que nous, dans ces documents-là, on nous parle de l'agenda 2030, on nous parle de la 5G, 6G, c'est surtout, ça sera surtout concomitant avec la 6G, donc on n'est pas en train de parler de 2080. Donc on n'est pas dans des études, dans des recherches préliminaires, théoriques, pures et dures. Ça serait si la mise en place était prévue pour, oui, dans 50 ans. Sauf que là, on nous dit qu'en gros, dans 6 ans, ils y pensent, quoi. Donc, ça ramène la question des essais, de savoir c'est testé où et sur qui. Ouais. Alors, il faut savoir que l'IOBNT, c'est un système relativement ancien, bien qu'il vous soit présenté aujourd'hui et qu'il vous paraisse être de la science-fiction. Il y a 15 ans, il y a 10 ans déjà, ils existaient. Hein. On verra les documents par la suite. Donc là, vous avez un petit schéma. Et donc dans cet article, on vous montre un petit peu la connexion biologique de l'IOBNT avec ses interfaces à l'intérieur du corps humain qui communiquent à l'extérieur du corps humain au travers de la peau. Et donc ça, c'est un papier donc de l'IEE, des électriciens, des électroniciens. Toujours, c'est eux qui établissent les normes actuellement en Europe et auprès des pouvoirs publics pour ces innovations en sciences qui sont pour la santé connectée sans fil. Ouais. On va pouvoir passer aux diapositives. Et vous imaginez la taille du marché derrière, en termes
en termes de santé, alors avec tous les aspects positifs éventuels, on est bien d'accord, mais en termes aussi de sécurité, de géolocalisation, d'accès ou non à des services, etc., etc. Oui, mais c'est pour ça que c'est tenu secret, parce que dénoncer l'IOB, c'est remettre en question tout le business model. Ah bah c'est des milliards de milliards de milliards, là, Voilà. c'est même pas chiffrable. Donc plus c'est secret, plus le gâteau est gros pour eux. Mais c'est coordonné, ça semble coordonné au niveau mondial. Oui, Puisqu'on trouve, il y a énormément de papiers chinois, mais effectivement, on trouve des choses aux États-Unis, on trouve des choses liées à l'Europe, enfin, ils sont tous au courant. Quand on cherche les noms des gens qui sont dans les brevets, on voit qu'ils ont travaillé à l'université à Moscou, par exemple, ou partout. C'est en Arabie Saoudite. Tous ces gens-là sont reliés au niveau international. Complètement. Donc, comme on peut voir, et ça rejoint absolument ce que disent Christine et Guillaume, donc c'est ici, donc je vais vous présenter l'Union internationale des télécommunications, parce qu'après on va pouvoir voir un petit PDF 2. Donc l'IUT, c'est l'institution. L'ITU, pardon, c'est l'institution spécialisée des Nations Unies. Omnubilée par Marseille. Absolument. Pour les technologies de l'information et de la communication. Donc, vous pouvez voir, c'est une grande organisation. Et donc, l'UIT, ils veulent connecter le monde et au-delà. Et donc, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies numériques, parce qu'on est vraiment dans le numérique, nous ouvrons à exploiter l'innovation et à connecter tout le monde pour garantir un avenir meilleur à tous. Et on les remercie. Donc, voilà, vous pouvez descendre un petit peu sur cette diapo. Et donc, juste en bas, vous avez un lien, un tout petit peu plus haut. Excusez-moi. Juste après l'IT, vous avez un petit lien s'il était possible de l'ouvrir. Sous le schéma. Celui-ci, oui. Marche pas. Sous le schéma, voilà. Il y a un lien, un petit lien. Le premier. C'est bien ça. Ah, c'est revenu au-dessus, là. C'est la 30, l'image 30. Le lien IE Explore que tu veux? Non. Non, l'ITU. Eh ben, c'est 29. C'est celui-là, là. Ouais. C'est ça. Je vous le mets. Voilà. En cliquant sur le lien, ça donne. Non, mais j'en ai mis un autre qui va direct au projet Kaléidoscope, là, peut-être. C'est celui-là que tu veux, Canel? C'est bien celui-ci, oui. Dans le chat, Eric, s'il te plaît. En tout cas, on a même les Nations Unies. Hein. Complètement. Ouais. Donc ça prouve bien la volonté de coordination mondiale. Mais oui, c'est pour notre plus grand bonheur. Voilà. En C'est 2030. bon. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Oui, c'est ça. Est-ce que vous allez, sur ces liens, vous allez nous parler de... Ah, je vais vous envoyer le lien direct. Ben on l'a l'image, le lien. Oui. Alors, si on peut remonter un peu pour qu'on puisse voir. Non, c'est pas celui-ci de PDF. C'est celui que j'ai mis dans le chat. Canel, tu as un chat à côté. Alors, en attendant que l'image passe, qui peut m'expliquer qui est ou ce que c'est que Panacea? Alors, le système Panacea est un système d'IOBNT, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour les soins de santé sans fil. Ni plus ni moins. C'est tout ce que ça veut dire. C'est une technologie qui permet de connecter l'homme. D'accord. Il ne s'affiche pas, Christine. Ah ben, moi, il s'affiche très bien.
Je l'ai, C'est pas moi. grave sinon. Bon, ben raconte-nous ce qu'il y a dedans. Ben, en fait, à l'intérieur, Ah, voilà, voilà. c'est parfait, bravo. Donc, vous voyez que le Panacea, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a un objectif assez indépendamment des soins de santé sans fil, c'est de mettre en place ce qui s'appelle les systèmes cyberphysiques pour connecter directement l'homme et pouvoir avoir, comment dirais-je, une pleine maîtrise de ses actions, de ses dépenses et de tout ce qui s'ensuit. Donc, ce sont des systèmes qui vont permettre notamment de pouvoir payer. Donc, on va descendre sur cette petite diapo. Et donc, c'est expliqué. Donc, vous voyez déjà qu'en 2019, on en parlait déjà. On continue à descendre. Donc, le Panacea, ben, c'est pour un Internet des bio-nanochoses. Hein, Panacea, IOBNT vont de pair. D'accord? IOBNT, vraiment dans le détail, la connexion des cellules biologiques à Internet dans le cadre de cette application. Mais ça rejoint le système Panacea, hein, qui est un système connecté intracorps. Donc, on peut continuer à descendre un petit peu. Vous voyez déjà qu'en mars 2015, ils en parlaient déjà. Donc, quand on me dit que ça n'existe pas ou que c'est de la science-fiction, j'ai envie de répondre qu'on a quand même quelques années de retard. Et il y avait écrit détection précoce de maladies infectieuses. Complètement. Donc, on imagine ce vers quoi ils peuvent aller. C'est-à-dire que vous êtes appareillé avec des nano-objets comme ça intracorps. Et en gros, le signal, le système signale à la machine que vous avez une grippe, par exemple, qui est en train d'arriver, quoi. Et du coup, on va éventuellement vous prodiguer un soin ou un médicament, alors même que vous n'avez pas encore les symptômes de votre maladie. Ils travaillent sur des trucs comme ça, quoi. C'est tout à fait remarquable ce que tu dis, parce que l'OMS qui s'accorde le droit d'être seul décisionnaire pour décider d'une pandémie ou d'une suspicion de pandémie. Ou d'une suspicion. Donc là, il suffit que précocement, il détecte un petit truc. C'est ça. Et hop, la pandémie va être déclarée. De toute façon, on revient à l'OMS au bout d'un moment, parce que ils vont chercher par tous les moyens à imposer leur fameuse vaccination obligatoire pour un oui ou pour un non. Et après, il faudra se demander qu'est-ce qu'ils souhaitent véritablement injecter dans les gens à chaque fois. Est-ce que c'est en lien avec la vraie maladie dont on parle, ou est-ce que en fait c'est pour un autre objectif? Bien sûr, on le sait. Et tout ça est complètement lié, quoi. Si on regarde les auteurs de cette publication-là, c'est quand même pas des électriciens qui nous parlent de cellules, d'ADN, de plasmides, là, de nanomachines biologiques. C'est des électriciens qui nous racontent ça, là, ou des gens, des ingénieurs télécoms? Alors, il faut savoir que c'est pluridisciplinaire. C'est-à-dire que ce sont des mathématiciens qui ont travaillé avec des biologistes, qui ont travaillé avec le génie génétique, qui ont travaillé avec la nanoélectronique. Et donc, l'ensemble de ces disciplines interdisciplinaires ont permis de faire naître cette discipline qui est l'IOBNT. Donc, il ne s'agit pas que d'un corps de métier isolé des autres. C'est vraiment quelque chose de pluridisciplinaire. Et ça justifie tout à fait, ça me fait penser à quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime bien, c'est Astrid Stuckelberger, qui dans sa recherche des responsables, entre guillemets, au niveau de la Covid-19, étudie une scène de crime avec tous les éléments, tous les corps de métier, toutes les spécialisations, et pas que la médecine, que la biologie. Après, ce qu'il faut pas, et c'est ce que des fois elle a peut-être tendance à faire, c'est il faut pas polariser le débat en disant graphène ou pas graphène ou je sais pas quoi. Nous, on est en train de montrer que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que derrière cette histoire de graphène, en fait, il y a une vraie logique d'ingénierie moléculaire, quoi. Oui, donc, quand on dit que la spike n'existe pas, qu'il n'y a pas de spike, par exemple, dans les vaccins, bon, il faut quand même arrêter de raconter des conneries, quoi. C'est n'importe quoi, puisqu'il y a un tas de victimes qui vont aller faire doser leur sang en Allemagne et ils ont des quantités de spike astronomiques. Donc, on ne vient pas nous dire que, par exemple, les vaccins Covid-19, ce ne sont que des
des organismes biosynthétiques, je ne sais quoi, et que dedans, il n'y a jamais de spike. Bon, alors, c'est toujours pareil. Hein, quand on tombe dans les extrêmes comme ça, on finit toujours par raconter des grosses conneries. Hein. Alors moi, justement, là c'est une démarche. Moi, ce qui me plaît dans cette façon de procéder-là, de Canel, c'est que c'est hyper scientifique. C'est pas, on part pas de théories fumeuses, on regarde, on fait un état des lieux de ce qui existe. Et maintenant, ce qui existe, comment ça peut être appliqué. Donc là, on voit qu'il y a des bonnes choses, et puis on voit que la dérive, elle est vite faite, puisque c'est le contrôle. On est connecté en permanence à un réseau auquel on envoie des infos sur des plateformes et qui peuvent nous envoyer aussi des informations. Donc, si ça je rappelle les mots de Harari, on peut hacker l'être humain. Oui, voilà. Quand on sait tout ça, c'est quand même très, très, très inquiétant. Moi, quand j'ai lu certains de ces papiers, c'est extrêmement inquiétant. C'est du viol, oui. C'est le viol des corps. Puis surtout, parlons-en. Vu que c'est partout et vu que c'est prévu, pourquoi on ne peut pas en débattre et puis en parler et puis expliquer aux citoyens que de toute façon, à un horizon plus ou moins rapide, c'est ça qui est prévu. Voilà, donc si les gens savent où on les emmène, après ils peuvent quand même réagir pour se dire est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que au niveau social, sociétal, qu'est-ce que ça engendre, quoi? On est déjà dans des... Oui. D'autant plus qu'ils ne s'en sont jamais cachés. Oui. Ils ont annoncé la couleur. On va reprendre le fil du PDF. Quelqu'un qui veut bien reprendre? Si on peut continuer le PDF de la presse, parce que là, il y a 34 pages et c'est hyper intéressant. Mais... Voilà. Donc, si on Canel, on t'écoute. Voilà, donc si on peut continuer un petit peu à descendre sur le PDF, juste pour vous montrer quelques éléments. Alors, j'ai pas de sur celui-là ou sur la présentation, tu veux dire? Sur le PDF de l'ITU. Le PDF, la présentation. Sur celui où on était? Oui, oui. On reprend à la slide numéro 30 ou 31, comme tu veux. Non, parce que je crois qu'elle voulait encore regarder quelque chose sur l'ITU, là, mais non, sur le PDF. Non, mais enfin, sur l'ITU, ça, on va le mettre en téléchargement, comme ça, les gens vont pouvoir le lire eux-mêmes. Il y a des monitoring des cellules du cerveau, soi-disant pour l'Alzheimer, l'épilepsie, le monitoring de la dépression. Alors moi, j'ai pas du tout envie d'avoir des capteurs dans mon cerveau, savoir si je suis déprimée ou pas. Il y a des capteurs sur le cœur, les fonctions cardiaques, évidemment le taux de sucre, la maladie de Crohn. Il y a des capteurs de tout, quoi. Hein. C'est pas compliqué, il y a des capteurs de tout. Impressionnant. Si la régie veut bien se remettre sur le PDF d'origine, Canel va reprendre. Donc voilà, non, je ne vais pas m'attarder sur ce PDF, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous donne quelques éléments sur la façon dont on construit une bio-nano-chose et notamment de l'ADN plasmide. Donc il y a quelques brides d'informations ici et là qui permettent de faire sens avec les événements actuels. Donc là, on va pouvoir... Sachant qu'on nous a encore dit clairement que on trouvait dans les vaccins des traces d'ADN dans une quantité complètement anormale. Complètement. Pour faire le lien avec ce que tu dis. Ça commence à faire beaucoup. Donc, on va pouvoir descendre sur le PDF. Donc, on en est toujours là avec le Panacea, qui est un système cyberphysique qui va en lien avec les politiques actuelles de l'ordre mondial et de la connexion pour tous. On peut continuer à descendre. Donc là, ça nous explique en quoi le système Panacea est un système cyberphysique, avec le contrôle à distance. Donc c'est intéressant. Ça permet de faire de la mise en lien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet un petit peu de faire de la mise en lien. On peut continuer à descendre. Merci. Voilà. Et donc là, je vais vous parler un petit peu de l'importance du graphène et des réseaux télécoms, étant donné que l'IOBNT est indissociable du graphène.
et que le graphène, il est biocompatible avec les cellules, donc on va pouvoir faire de l'électricité, de l'électromagnétisme, et rendre les cellules émettrices-réceptrices, justement pour cette connexion en triangulation. Ouais. Donc, indépendamment des effets secondaires du graphène, il faut savoir qu'il a aussi des propriétés physico-chimiques qui lui permettent d'être un outil émetteur-récepteur à distance, et ceci de façon biocompatible, non seulement avec les cellules, mais aussi avec les neurones. Donc, vous avez l'ensemble des propriétés exceptionnelles avec la conduction électrique, la conduction thermique, la force et la résistance, la transparence, la flexibilité, mais aussi les atomes de carbone. Et donc, tout ça va permettre de mettre en place des applications potentielles pour les soins de santé sans fil. On peut continuer à descendre. C'est pas Michel Rivasi, Christine, qui s'était intéressée aux ondes aussi? Oui, absolument. Oui, qui avait alerté justement sur la toxicité. D'ailleurs, je ne sais pas si, je ne me souviens pas l'avoir vu dans ces transparents, mais il y a un document où il est clairement reconnu qu'il y a une toxicité des ondes. C'est la 4G ou la 5G, Canel, dans ce doc-là? Parce que 5G. Ça doit être la 5G. 5G. Voilà, c'est clairement écrit noir sur blanc. Puis alors, plus que ça, hein, ils nous disent carrément que les experts qui disent que finalement, il n'y a aucun problème, c'est ceux qui eux aussi travaillent avec les fournisseurs. Donc finalement, leur avis, il est légèrement biaisé, hein, parce que toujours pareil, hein, quand c'est pas des experts indépendants, l'argent étant passé par là, ils racontent un peu n'importe quoi. Donc ça existe, hein, il y a un papier qu'il faudrait qu'on trouve d'ailleurs, parce que ça serait pas mal de le partager. Je vais essayer de chercher. On le partagera, je le redonnerai. Donc là, ce document, il est sympa parce qu'en fait, depuis le début, moi, j'observe un petit peu tout le monde dans l'ombre et de loin au sujet du graphène qui fait polémique, dont on dit que c'est un sujet complotiste. Donc, on a le droit de ne pas savoir, on a le devoir de se renseigner. Et donc, pour ma part, il y a 4 ans, je ne savais pas ce que c'était que le graphène. Donc, j'ai commencé à établir des recherches et je me suis rapidement aperçue que tous les programmes européens étaient en train d'établir des millions et des milliards pour tout ce qui était notamment le projet cerveau-graphène, qui permettent des nouvelles technologies émergentes. Donc, pourquoi le cacher? 2013. C'est très vieux. Projet graphène, cerveau humain, 2013. Complètement. Ça fait presque 10 ans. 11 ans. Oui, ça fait 10 ans. Ça fait déjà. Et c'est marrant. Avec le logo de l'Europe. Hein. C'est un doc de la Commission européenne, hein, le site de la Com européenne, hein, ec.europa.eu, Commission européenne. Oui, toutes les sources que vous nous présentez là c'est très sourcé, sont les sources officielles gouvernementales. Donc personne ne comprend le lien avec le graphène, on nous dit que c'est n'importe quoi, et quand on va sur des sites européens, on nous explique les projets graphène et cerveau humain reçoivent une récompense historique dans le domaine de l'excellence scientifique. Oui, puis alors la suite, si on peut afficher les pages d'après, parce que là c'est pareil, hein. Les liens IOBNT graphène, ils sont avérés. Hein. Complètement. Alors, les liens IOBNT graphène, il faut savoir qu'avec le graphène, on fait des nano-antennes, d'accord, qui sont des petites antennes, et qui peuvent transmettre et recevoir des signaux à des fréquences très élevées, pour augmenter la capacité de communication de l'IOBNT. Donc tout ça, ça fonctionne avec ces petits capteurs, qui sont les nanocapteurs, et qui sont aussi faits à base de graphène, et qui peuvent détecter des biomolécules avec une grande sensibilité, et les applications médicales et biologiques, et notamment l'IOBNT. Et les fréquences très élevées, c'est les fameux terahertz. Ce sont les fameuses terahertz qui sont initiées dans le cadre des 5G et des 6G. Et qui permettent... Attends, les pages d'après, arrêtez d'anticiper sur les pages d'après, parce que là, on en est que l'Europe a filé 88 plaques au projet graphène flagship. Là. 88 millions. Merci, Christine. C'est un sujet qui intéresse tellement peu qu'on leur a filé 88 plaques. C'était quand d'ailleurs? C'était le projet 1er avril 2018, 31 mars 2020. Et alors, autant dans le domaine de la vaccination, les documents étaient caviardés, ceux-là sont clairs et lisibles facilement, apparemment. Bah oui.
Toutes les sources sont accessibles du plus grand nombre. Tout est en ligne, rien n'est caché. Donc moi, je suis restée un petit peu stupéfaite quand j'ai vu des médecins, des biologistes, etc., dire qu'ils avaient le monopole de la compréhension de cette science qui en réalité n'est pas la leur. Hein, là, on dépasse le domaine médical qu'on a pu connaître. En fait, on a l'impression qu'ils avancent très rapidement sur tous les plans en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le plan purement scientifique, le volet test, ça, on ne sait pas trop sur qui c'est testé. Vous avez le volet réglementaire dont ils vont avoir besoin pour pouvoir, une fois qu'ils vont vouloir le mettre en place, entre guillemets, officiellement. Mais on se rend bien compte qu'ils avancent de front sur tous ces sujets en même temps et qu'il y a un moment, ça va tomber et tout sera prêt, quoi. C'est-à-dire que les normes seront prêtes, les produits seront prêts, les labos seront prêts, tout le monde sera go pour pouvoir lancer ça sur l'humanité, quoi. Donc en attendant, ils font les tests où bonne question. Il faut savoir que la nanotechnologie et l'IO-BNT est quelque chose d'injectable. Ni plus ni moins. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à quelques questions. Ici, c'est très intéressant de savoir que c'est injectable. Alors, est-ce qu'on peut refuser? Il faut déjà être au courant. Il faut déjà être prévenu. Voilà. Oui, mais déjà, chaque injection, on en revient au consentement éclairé. On passe sur l'injection. Ce que je voulais dire là-dessus, sur le peut-on refuser, il y a un parallèle important à faire. C'est aujourd'hui, pouvez-vous refuser d'avoir un téléphone portable? Oui. Le problème, c'est que petit à petit, vous avez des applications ou des services bancaires ou des systèmes qui se mettent en place qui font en sorte que si vous n'avez pas de téléphone portable, vous pouvez pas accéder au service. Donc ça va être probablement un des moyens qu'ils vont utiliser pour obliger les gens de passer à l'injection. C'est que si ils commencent à mettre en place des systèmes d'accès, des systèmes de paiement, des systèmes de reconnaissance, etc., liés à l'IO-BNT, vous pourrez peut-être dire moi je refuse de m'injecter ce type de produit. Le problème, c'est que vous aurez sûrement plus accès à plein de services courants de la vie. On peut même imaginer des employeurs qui disent ils vous transforment un peu en smartphone, en iPhone ou en je ne sais quoi, c'est-à-dire vous avez eu l'injection 2 points combien, parce que si vous l'avez pas, nous, c'est pas la peine de nous envoyer votre CV. Oui, mais vous ne serez plus un être humain non plus. Tout à fait. Mais c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Absolument. On y va tout debout. Et puis, si je puis me permettre de compléter la réponse de Guillaume, c'est qu'au tout début de cette campagne de vaccination, étant donné que je n'arrivais pas à faire de lien ni de sens avec le Code de santé publique, la loi de Nuremberg, les droits de l'homme, je me suis dit, l'homme ne peut se méfier d'un danger qu'il n'a su identifier. Tout le monde a été maintenu dans l'ignorance de ces innovations en sciences, y compris le domaine médical et paramédical, dont on a pu jouir de leur complicité, étant donné que les gens ne peuvent pas se méfier de quelque chose dont ils ignorent l'existence et la provenance. Là, vous allez trop vite. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de sous-entendre que ces technologies sont forcément liées au vaccin Covid. Absolument pas. Ah, bon, on est d'accord. Parce que c'est là où, justement, effectivement, il y a un doute, puisqu'après… Mais ça, si on pouvait garder ce sujet pour la fin et continuer de faire la présentation. Canal, tu peux poursuivre la présentation. Que ceux qui ne sont pas là-dedans se rendent compte de toutes les applications potentielles de ce graphène et de ces BNT-là, qui sont vraiment phénoménales, quoi. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec ça, quoi. Canal, on t'écoute. Exactement, comme le dit la diapo. Nous examinons comment le graphène et les matériaux bidimensionnels apparentés peuvent aider à surmonter les défis pratiques dans le domaine émergent de l'Internet des bio-nanochoses. Alors qu'une grande partie de la recherche existante s'est concentrée sur les aspects théoriques de l'IO-BNT, nous pensons qu'il est temps de se pencher sur les défis pratiques. Et donc, en l'occurrence, nous visons à fournir une stratégie fondamentale pour transformer l'IO-BNT d'un concept innovant à des applications révolutionnaires grâce à ces technologies matériellement avancées, avec le graphène au cœur,
tout en découvrant de nouveaux domaines d'application pour le graphène et les matériaux connexes. Donc là, on va vraiment vers une transition de soins future. Bon, ben là, peut-être qu'enfin, on va comprendre sur qui il le teste. Donc, comme vous pouvez voir sur cet article, mais bon, il y en a des milliers en ligne qui sont accessibles de tous. Il suffit simplement de taper IOBNT. Eh bien, vous voyez que l'Internet des bio-nanochoses est réalisable uniquement grâce au graphène. Et c'est expliqué dans des centaines de documents en sciences. Donc, parmi ces documents, j'ai récupéré quelques schémas qui illustrent un petit peu cette science. Et donc, on vous montre les corps connectés, comme quoi les réseaux bio-nano, les réseaux bio parce que biologiques, les nano parce que nanométriques dans le corps, font désormais partie du net ou de l'Internet. Avec des petites images d'illustration qui vont me permettre de mettre en image la complexité de cette thématique pour un public qui n'est pas forcément aguerri. Et donc là, on en est à la 5G. Et évidemment, on est d'accord qu'on va vers la 6G. Complètement. Ça, on est… Voilà. C'est prévu pour quand, la 6G? 2030. Tiens donc. 2030. Sachant que dans le cadre des réseaux 5G, on a déjà l'Internet du tout et la bande passante THz. Ouais. Précis. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la 6G, je mets un lien sur le site de Thales, qui effectivement nous parle de ça pour 2030. Donc, on va pouvoir continuer à descendre. Oui. Il va falloir qu'ils se dépêchent pour les tests. Ouais, ça leur laisse plus beaucoup de temps, là. Ouais. Donc là, j'ai voulu vous mettre une petite illustration parce que bon, c'est bien beau, l'IOBNT dans le corps, ok, très bien, mais comment ça fonctionne, comment ça communique? Eh bien, ni plus ni moins par l'interface de vos téléphones. Donc, si on peut remonter un petit peu plus haut, s'il vous plaît, pour avoir le texte. Il va falloir péter les téléphones. Là, c'est toujours sur l'IEE qui établit les normes. Donc, on a une architecture typique de l'Internet des objets bio-nano où vous avez un signal biochimique de l'intérieur du corps humain qui est converti en un signal électromagnétique via une interface biocyber et qui est transmis via Bluetooth ou une technologie équivalente vers un serveur médical pour une analyse et un traitement approfondi. Donc aujourd'hui, les téléphones intelligents qu'on ne peut plus ouvrir ont des interfaces qui ont non seulement la capacité de relayer notre voix, mais aussi notre activité métabolique, et ce de façon transparente pour pouvoir les relayer à Internet. Donc, tu veux dire que si on ouvrait les téléphones, on trouverait d'autres systèmes de puces qui n'est pas, enfin des systèmes, enfin moi je m'y connais pas, mais qui seraient capables donc de transformer des signaux, comme ils viennent de l'expliquer, des signaux biologiques. Complètement. D'autant plus ils ont la capacité, ils savent le faire, de mettre des nouvelles applications dans votre téléphone sans que vous le sachiez. Exactement. Donc, avis à ceux qui s'y connaissent en téléphone portable, il faut ouvrir les téléphones pour analyser les puces qu'il y a à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle les téléphones intelligents de nouvelle génération, je ne sais pas si vous avez souvenir, mais les anciens téléphones, on pouvait ouvrir la batterie. Oui. Cela, c'est plus possible. Oui, on ne peut plus rien démonter maintenant. Enfin bon, aussi, ça doit bien être. Mais même en dehors de ça, il y a quand même un lien. Dans les premiers téléphones, après les premières démonstrations des phénomènes d'aimantation après injection, les adresses MAC, etc., on arrivait à les relever avec nos téléphones, avec une application Bluetooth. J'ai oublié le nom m'échappe. Mais sur les téléphones plus perfectionnés aujourd'hui, cette application n'est plus possible, de façon à ce qu'on ne puisse plus repérer. Mais c'est pas caché pour tout le monde. Exactement. Donc là, sur cette diapo, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de faire le lien entre l'IOBNT, le graphène et la nanocommunication, c'est-à-dire la communication à l'échelle nanométrique, à l'échelle atomique, dans la bande THz. Et donc, ils disent que la réalisation du potentiel de l'IOBNT, elle nécessite le développement de technologies de communication nouvelles et non conventionnelles, telles que les communications moléculaires, ainsi que les émetteurs-récepteurs correspondants et les technologies d'interface biocyber, reliant le domaine biochimique de l'IOBNT au domaine électromagnétique des réseaux conventionnels et des composants miniaturisés de collecte, de stockage d'énergie pour alimentation électrique continue des bio-nanochoses. Et donc, on vous dit que le graphène
Et les matériaux apparentés, ils présentent des propriétés électriques, optiques, biochimiques et mécaniques exceptionnelles, ce qui en font des candidats idéaux pour les défis posés par l'IOBNT. On va pouvoir continuer à descendre. Alors, on avance. Voilà. Donc, pour que vous compreniez un petit peu comment on fait, il faut que le corps, qui est constitué de ces nanoréseaux, puisse être émetteur-récepteur. Et donc là, on vous dit que les nanoréseaux qui sont centrés sur le corps et alimentés par nano-antennes dans la bande THz. Et donc, on vous dit, dans le domaine des applications de soins de santé, c'est un réel projet établi, l'objectif est de développer un réseau de nanodispositifs thérapeutiques capables de fonctionner sur ou à l'intérieur du corps humain afin de soutenir la surveillance du système immunitaire, la surveillance de la santé, les systèmes d'administration de médicaments et les implants biohybrides. Et donc, il existe deux approches principales, parce que c'est de la communication sans fil à l'échelle nanométrique, à savoir cette communication moléculaire et électromagnétique. Et donc, on vous dit que ce dernier fonctionne généralement dans la bande THz et constitue une technique prometteuse pour soutenir l'échange de données dans les réseaux de nanocapteurs pour les applications de soins de santé ou des nanoréseaux qui sont centrés sur le corps. Et vous avez cette petite illustration sur votre droite. Oui. Alors, il y avait un document important qui date de 2019 que je vais mettre, dont on parlera complètement à la fin de ce document-là, qui était Enjeux des usages industriels et commerciaux des ondes non ionisantes électromagnétiques et acoustiques. Et là, là-dedans, ils avaient établi en fait toutes les ondes du corps humain, en fait, le cœur, la tête. Donc, en fait, si je comprends bien, ces réseaux THz, ils permettent, le THz permet de s'interfacer, enfin de connecter avec le corps humain, c'est ça? Complètement, et notamment, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, avec l'ADN et l'ARN. C'est décrit dans tous les documents. En fait, c'est par rapport à la quantité d'informations, c'est-à-dire que plus vous voulez transférer des données de manière importante, plus il faut que la fréquence du signal elle soit élevée. Donc, ils augmentent en fait la fréquence des signaux pour descendre dans les THz pour pouvoir augmenter les débits. Parce que vous imaginez que si chaque corps est injecté avec des produits comme ça et qui doit communiquer avec le cloud, en gros, au niveau de la quantité de data qu'il va falloir transférer, gérer et tout et traiter, c'est monstrueux. Donc, ils ont besoin de changer de porteuse, en gros, pour pouvoir capter la quantité de données. Après, il y a des problèmes de puissance, parce qu'envoyer du THz sur des grandes distances, c'est compliqué, mais c'est là qu'à mon avis, ils vont se servir du téléphone portable comme relais. Complètement. C'est l'objectif des soins d'intelligence. Ne pouvait pas, 4G ne peut pas faire ça, on est d'accord. Non, elle ne peut pas. Donc là, sur cette petite diapo, vous avez les applications en lien avec cette technologie THz. Et donc, on vous montre les biocapteurs, l'ADN, les protéines, etc. Donc, ça vous donne un petit peu les applications militaires également pour la sécurité, l'atmosphère, les wireless communications avec les semi-conducteurs. Donc, vous avez une vue d'ensemble aussi sur les nanostructures. Donc, vous avez un petit peu une vue d'ensemble de toutes les applications dont peuvent disposer cette bande passante THz. On va pouvoir descendre. Et donc, sur toute la littérature scientifique qui est accessible en ligne par tout le monde, on vous montre un petit peu quels sont les projets. Donc, sur la figure de gauche, vous avez le résumé de la plateforme de capteurs à base de graphène pour la surveillance de la santé. Et puis, sur la droite, vous avez la conception optimale et efficace de ces capteurs pour les réseaux de surveillance des soins de santé Internet du corps qui sont basés sur la 5G. C'est pour ça que je précisais que la bande THz est déjà initiée par la 5G. On va pouvoir descendre. Donc, il ne faut pas avoir son téléphone en 5G. Complètement. Et qu'apportera la 6G? C'est des niveaux de débit. Ils vont encore. Je crois que c'est je sais plus si c'est x100 ou x1000. Mais on est à des niveaux de débit, c'est une autre génération, quoi.
À chaque fois, ils font des sauts importants, mais là, c'est monstrueux, quoi. Alors, l'objectif de la 6G est aussi imbriqué dans les soins de santé sans fil pour la connexion des cellules biologiques à Internet via l'IOBNT. Et donc, ils sont en train d'évoluer dans leur science parce que c'est couplé aussi au stockage numérique sur ADN, etc. Donc, je ne vais pas commencer à l'exposer ici. C'est extrêmement complexe. Si vous préférez, c'est une thématique qu'on a essayé de condenser au maximum, enfin, du moins moi, avec l'aide de Christine, qui m'a énormément aidée. Et Qui n'y comprend rien, je vous le dis. Absolument pas. Je n'y comprends rien. Je lui dis non, ça c'est trop compliqué, je ne comprends rien. Ce que je veux dire, grâce à ça, on peut suivre. Merci. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est tellement complexe et ça implique tellement d'acquisition de connaissances qui sont nouvelles et qui n'ont rien à voir avec les formations antérieures, étant donné que ce sont de nouveaux métiers qui sont initiés par l'IA et les antennes électromagnétiques. Donc, ce n'est pas évident de condenser et de vulgariser quelque chose qui est extrêmement complexe et pluridisciplinaire. D'accord. Jusqu'à présent, vous vous en sortez très bien. Il y a un énorme marché aussi qui est lié à la 6G, c'est tout ce qui va être autonome. Par exemple, les voitures autonomes. Complètement. Complètement. Voilà. Donc, on va pouvoir… Ce qui me chagrine dans tout ça, c'est qu'ils ne doivent pas être au courant que l'année prochaine, c'est le maximum solaire et que des grosses éruptions solaires font sauter quand même l'électricité. Donc, tout ça, ça ne marche que si nos systèmes électriques fonctionnent. Hein. Plus d'électres, plus de 6G, plus de nano-machins qui se connectent avec je ne sais pas quoi. Et adieu. La bougie, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être pour après. Ouais. C'est peut-être pour après. Et donc, et ça, c'est pareil, c'est largement documenté. Hein, si on va sur les sites de l'armée américaine, armée de l'air, etc., les éruptions solaires sont connues pour pouvoir faire péter l'électricité. Oui. Je ne sais pas pourquoi ils veulent le tout électrique comme ça, étant donné qu'on va vers des temps où ça va péter à tour de bras, quoi. Donc là, sur cette diapositive du Cordis, pour l'horizon 2020 notamment, vous pouvez voir qu'il y a des budgets qui sont investis pour les nanoréseaux terahertz dans le corps qui sont compatibles avec la localisation évolutive, étant donné qu'ils ont des systèmes GPS imbriqués. Et donc, vous voyez que c'est bien la nanotechnologie qui permet une vision des réseaux dans le corps qui peuvent être appliqués dans diverses nouvelles applications des soins de santé. Hein, on en revient toujours au même. Et donc, tout ça est à l'intérieur du flux sanguin. Et donc, ça communique directement à travers le système circulatoire humain dans la bande terahertz. Ça vous permet un petit peu d'imager le concept parce que c'est tellement complexe et ça paraît tellement être de la science-fiction qu'il n'est pas toujours facile d'adhérer à ce type de projet. Hein. C'est tellement de la science-fiction que c'est écrit noir sur blanc et c'est cherché avec nos impôts. Voilà. Et c'est marqué… tous ceux qui savent lire peuvent comprendre ce qu'il y a écrit. Bien évidemment, bien évidemment. Après, moi, dans ma démarche de recherche en sciences, j'ai été extrêmement sceptique sur les débuts où j'entendais les gens dire attention, aujourd'hui, ils peuvent vous connecter aux antennes. Bon, moi, je disais, ils sont complètement farfelus. Ils sont allumés en plein. Il n'y a que des fous. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à me questionner un petit peu quand j'ai vu l'émergence de l'environnement avec ces nouvelles antennes, etc., que je ne connaissais pas. Et donc dans ma démarche, ça n'était pas qu'est-ce qui existe, mais plutôt comment ça marche. Et donc c'est ce qui m'a initié dans cette recherche. Et petit à petit, je suis remontée au fait qu'en fait, ils en parlent ouvertement, qu'ils investissent énormément de budget dans ce sens, que ça fait partie de leur projet de soins de santé sans fil et que c'est investi par les plus grands scientifiques, qui plus est aujourd'hui, qui donnent lieu à des programmes doctorants et post-doctorants dans cette spécialité. Merci Canel, je vous invite. Après, voilà, donc ce fameux point noir, on va dire, qui fait se cabrer la pseudo-résistance française avec cette histoire de lien vaccin Covid et IOBNT. Alors pourquoi je dis pseudo-résistance? Parce qu'il y en a un paquet là-dedans qui n'a jamais relayé mon travail, qui est à peu près l'un des seuls axes pour attaquer le laboratoire Pfizer, puisque c'est de la fraude, cet essai clinique est une fraude. Donc ça, c'est ma petite parenthèse. Donc ce fameux lien vaccin Covid, IOBNT,
Là, on tombe avec les histoires de certains qui ont analysé le sang, les flacons, mis du produit sur les sangs pour voir les réactions, etc. Et là, on tombe sur certains qui ont donc trouvé des choses qui seraient pas du tout ce qu'il faut et ce qui est prévu dans ces vaccins Covid. Alors, il y avait eu une question au Parlement européen de quelqu'un qui avait demandé contenu du graphène. Nous avions, je crois qu'elle s'appelle Stella Kyriakides, qui avait répondu qu'il n'y avait aucune raison d'analyser les flacons pour ça, puisque ça n'était pas dans le contenu, ça n'était pas déclaré dans le contenu. Alors, c'est vrai que tout ça et faire le lien avec l'IOBNT, est-ce qu'il y a de l'IOBNT dans ces flacons, c'est pas à la suite de cette présentation qu'on va pouvoir conclure à ça. Donc, j'en reviens toujours à la même histoire, qu'il faut faire des plaintes pour qu'un juge demande des expertises auprès de laboratoires agréés qui analyseraient, donc feraient les expériences que certains ont fait dans le monde et qui sont plus ou moins, on va dire, discréditées pour une raison ou pour une autre. Alors, soit que le microscope ne va pas bien, soit que si, mais enfin, bon, on en a quand même encore qui nous disent que les virus n'existent pas, hein. Quand vous parlez avec des biologistes, des docteurs, n'importe qui, les cours de base de les virus, ça s'observe au microscope. Donc, quand on en est à ce niveau de bêtise, bon, alors après, qu'il y a un terrain, etc., on ne va pas rentrer dans l'histoire de est-ce que les virus existent ou pas, mais bon, on voit bien que là, on est quand même dans un monde où il y en a plein qui racontent n'importe quoi dans des domaines où ils ne connaissent strictement rien. Donc, il faut vraiment aller dans la démarche. Parce que ça, c'est hyper important. Donc, qu'est-ce qui existe? Tout ce qu'on a présenté là. Ça existe. Est-ce qu'on peut prouver le lien de ça avec les vaccins? Non. Et qu'est-ce qui serait capable de pouvoir le prouver? Eh ben, de faire des analyses de je ne sais pas combien de flacons, parce que si jamais il y en avait, il n'y en a peut-être pas dans tous, et que ça ne peut être coordonné par un juge. Parce que là, il n'y aura aucun questionnement sur est-ce que le labo il est valable, est-ce que le personnel est compétent, est-ce qu'il y avait des traces de Nutella sur la plaquette, comme certains disent, des analyses de Nextdose, Guillaume et Sébastien, qu'ils ont fait n'importe quoi. Bon, alors, moi, je n'ai pas d'avis sur ça, parce que je ne suis pas capable de juger si le microscope convient, si l'expérience a été réalisée dans les normes qu'il faut. Ça fermera toute discussion, hein, on va dire. Bon, en attendant, cet IOBNT, il compte nous en mettre partout. Donc, il faut être très, très vigilant. Et moi, à mon niveau, je continue à regarder ce qui pourrait sortir comme papier où il nous dirait vraiment ça a été testé sur un tel, un tel, un tel. Ce que pour le moment, on n'a pas, puisque ce ne sont que des papiers de recherche, voire des brevets. Alors d'ailleurs, Jackie, tu as eu Patrick Jolan chez toi qui a présenté ce brevet un petit peu bizarre de comment provoquer des effets indésirables de santé. C'est quand même curieux ce brevet-là. Et il y a un brevet chinois. Alors, je n'arrive pas à remettre la main dessus, mais peut-être que Guillaume l'a gardé quelque part. Carrément, c'est vaccin Covid avec du graphène à l'intérieur. Ouais. Alors, on va dire oui, mais bon, déjà, c'est chinois. Et puis, c'est pas parce que c'est un brevet que ça a été fabriqué, etc. Bon, oui, c'est ce qu'il disait, que ce n'était pas vraiment dans le vaccin, c'était dans le diluant, je crois. Non. Non, on a trouvé un brevet où vraiment c'était marqué noir sur blanc que ça faisait partie. Ah ouais. Rien à voir avec les vaccins, enfin, rien à voir avec ce qui a été dit précédemment. C'est vraiment. D'accord. Donc, bon, alors c'est vrai qu'il y a quand même de quoi se poser des questions sur ce fameux lien vaccin IOBNT. Pour le moment, les réponses, on ne les a pas. Il n'empêche qu'il faut que la population soit très vigilante, à ne pas se laisser appâter par cette histoire de on va vous monitorer les battements cardiaques, le taux de glucose, l'activité cérébrale ou je ne sais quoi, ou votre état dépressif en vous foutant des tonnes de capteurs à l'intérieur. Parce que là, il va quand même y avoir la notion de consentement, effectivement. Parce qu'ils ne sont pas censés nous mettre tous ces biocapteurs à l'insu de notre plein gré, hein, on va dire. Hein. Ah oui, bah oui. Voilà. Donc nous, on va dire, notre objectif, c'est vraiment d'attirer l'attention sur ce projet, parce qu'on voit que c'est un vrai projet, et d'amener le maximum d'individus possible à faire des recherches. Comme j'avais dit la dernière fois, taper Internet of Bionanothings dans un moteur de recherche, et chercher déjà par vous-même tout ce que vous allez trouver.
Et ça serait bien que les gens prennent conscience que c'est coordonné, c'est au niveau mondial, c'est autant avec nos impôts que pour servir des intérêts privés. Et du coup, on y va comment? Et quel est l'intérêt réel du citoyen là au milieu, quoi. Complètement, je vous rejoins parfaitement là-dessus. Ce document Autonomie pour Bouffe de 2019 sur les zones non iodisantes, il y avait quand même des informations qui étaient assez intéressantes, là aussi, qui peuvent paraître de l'ordre de la science-fiction. Donc ces gens-là, donc c'est le site gouvernement français, hein, ils nous expliquaient, la DARPA en 2010 a créé un réseau national de biophysique quantique dédié à l'information quantique appliquée au système biologique et lancé en 2016 un appel à information sur l'état de l'art concernant la communication entre les biosystèmes utilisant des ondes électromagnétiques. Complètement. 2016. Dans le même document, on trouvait, en utilisant l'interaction entre un femtolaser et un nanolaser, la DARPA, donc ne me demandez pas ce que c'est, la DARPA travaille aussi à produire des voix humaines artificielles, audibles seulement à des distances de plusieurs kilomètres. Donc comme quoi, il y a quand même des choses qui existent. Oui, quand les gens disent qu'ils entendent des voix dans leur tête, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, voilà, ça encore, on sait qu'il y a des gens qui témoignent de ça. Alors tout de suite, on va dire oui, ils sont fous, ce sont des allumés. Bon, alors là, quand on lit des choses comme ça, on voit bien que technologiquement, il y a des tas de choses qui existent, dont on n'est pas vraiment informé, et il faut vraiment aller fouiller tout un tas de documents pour voir ce que ces gens, enfin l'avance déjà que ces gens avaient en 2016. 2016, le doc, Bon. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre travail énorme qui a été fourni et l'effort que vous avez fait pour nous exprimer ça clairement, de façon compréhensible pour tous. Est-ce que vous pouvez donner un dernier mot pour inviter nos auditeurs, nos internautes à se renseigner par eux-mêmes? Christine, tu as mis un tas de liens dans le chat qu'on vous invite à regarder. Je pense que Eric les mettra avec le lien de la vidéo pour que chacun puisse s'y référer. En tout cas, je vous fais un dernier tour de parole avant de vous revoir. Alors, Canel, si tu veux bien commencer. On te remercie pour tout ce que tu as fait. Je vous remercie grandement de m'avoir permise d'exposer ça aujourd'hui. Je remercie énormément Christine Coteau, qui m'a énormément aidée dans la synthèse de ce document. Je vous remercie à vous, Jackie, de m'avoir accordé votre temps. Guillaume, qui m'a intégrée dans son groupe et pour qui j'ai une grande amitié et une grande admiration pour son investissement. Et puis, surtout, voilà, de se renseigner sur les innovations en sciences et de voir un petit peu vers où on va. Voilà. Merci. Guillaume, tu t'étais… Merci, Jackie et Eric, de nous donner la parole. Et puis, nous, comme on a déjà dit, on n'a aucune gloire à gagner. On passe du temps pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Donc, ce qu'on aimerait, c'est simplement que les gens cherchent, prennent leur destin en main aussi et puis rejoignent un peu les rangs des gens qui veulent reprendre la main sur leur destin et pas se laisser imposer des projets transhumanistes pilotés par en haut, coordonnés et qui vont nous asservir encore plus qu'on ne l'est déjà, quoi. Ça sera mon mot de la fin. Merci Guillaume. Et Christine? Alors moi, je vais finir par les mots par lesquels je commence habituellement toutes mes présentations. La vérité a une science qui a de l'avenir. Voilà. Oui. Donc, tous ceux qui sont figés avec un esprit complètement fermé, sans aucune curiosité, c'est pas de la science. Voilà. La science, c'est vraiment de faire des recherches. Une vérité, ça bouge. Hein. C'était pas vrai il y a 10 ans, ça devient vrai aujourd'hui. Donc, il faut sans arrêt chercher, être vigilant, être en alerte et pas s'endormir en se disant tiens, voilà, comme disait Guillaume, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc, il y a beaucoup d'idiots, je trouve, en ce moment, qui regardent le doigt. Il faut sortir un peu de ce cadre-là et avoir un peu de curiosité d'esprit.
Alors moi, je fais preuve de beaucoup de curiosité d'esprit, donc je sors facilement de mon domaine par rapport à ça. Il faut que les gens prennent cette habitude de vérifier, de cliquer sur les liens, de lire par eux-mêmes et de pas toujours attendre après l'un ou après l'autre qui se décarcassent pour aller leur fournir tout cuit dans le bec sans qu'ils aient rien à faire. Hein. Oui, parce que si on cherche, on trouve. Comme vous nous l'avez démontré, les documents ne sont pas cachés, ils sont facilement accessibles et ce sont des documents gouvernementaux, officiels. Donc il n'y a pas. Une sorte de la gouroutisation, d'être en admiration devant ou l'un ou l'autre. Là, on est tombé dans les moutons noirs. Ce que j'appelle les moutons noirs sont devenus au moins, moi je dirais, même plus bêtes que les moutons blancs aujourd'hui. Hein. On est dans la gouroutisation, on boit toutes les paroles ou de l'un ou de l'autre. Ça devient vraiment ridicule. Donc, remettez votre cerveau en marche parce que visiblement, vous avez perdu quelques neurones là depuis quelques années. Et je ne vais pas me faire des amis, mais j'en ai complètement rien à faire, comme d'habitude. Et cherchez, soyez voilà, vigilants et toujours en alerte. Ce que dit l'un, voilà, tout le monde ne détient pas la vérité. Et même si vous aimez une personne, tout ce qu'elle dit n'est pas parole d'évangile et il faut aller chercher toujours ailleurs. Merci Christine. La vérité est ailleurs, Jackie, c'est X-Files, si je me souviens bien. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Merci. Merci chers auditeurs, chers internautes de nous avoir suivis et puis à très vite.